That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Une émission spéciale autour d'un cinéaste qui s'appelle Bertrand Blier, que vous connaissez toutes et tous. Pourquoi Bertrand Blier? Parce que ce livre, Bertrand Blier, en sous-titre Cruelle beauté, c'est édité chez Marest Éditeur, que je salue et que je remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et c'est surtout écrit par Vincent Roussel, qui a accepté de revenir sur ce livre. Le livre a été édité en 2020, si je ne me trompe pas. Dans le descriptif, vous trouverez toutes les informations pour pouvoir vous le procurer. Je l'ai contacté, il a accepté de revenir sur ce livre. J'en suis très content et très reconnaissant, d'autant plus que Vincent Roussel, moi je le connais surtout sous un autre nom, le Docteur Orloff, le journal cinéma du Docteur Orloff, qui est un blog qui date de 2004, qui a changé de serveur, mais en tout cas, moi je le suis depuis maintenant, depuis 2006-2007, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il a un âge avancé, il doit avoir, je crois, 20-23 ans, si je ne me trompe pas. Comment vas-tu, Vincent? Bien, merci Théo pour l'invitation, je suis vraiment ravi d'être ici, c'est sympa. Alors, première question, très simple. Tu expliques tout dans le livre, mais je voudrais quand même t'entendre le dire. C'est juste la première fois que tu croises ce cinéaste. C'était quel film? C'était à quel âge? Surtout à quel âge? Et est-ce que ça a été pour toi dès le départ une évidence ou est-ce qu'il t'a fallu un peu plus de temps? Alors, le vrai grand choc avec Bertrand Blier, c'était en 91, donc je devais avoir, j'avais 18 ans à peu près, quand j'ai découvert Merci la vie. En fait, c'était vraiment sur grand écran, comme ça, là, le choc. Alors, j'avais déjà vu Trop belle pour toi au cinéma avant, qui m'avait vraiment marqué. Peut-être pas de la même manière, mais c'est vraiment Merci la vie. Là, je suis sorti et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu un film pareil. Ça a été un choc en fait. Et après, j'ai essayé de revoir, de découvrir un peu tout ce qu'avait fait Bertrand Blier. Donc j'ai vu à ce moment-là Les Valseuses, j'ai vu Buffet froid et c'est vrai qu'à l'époque de mon adolescence, en fait, ça a été vraiment mon cinéaste préféré en gros. C'était ça a été la découverte d'un cinéaste. Moi, je viens, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, je viens un petit peu du cinéma fantastique. À 15-16 ans, je regardais que des films d'horreur, Mad Movies, j'étais vraiment dans ce milieu-là. Et j'adore toujours le fantastique, mais ce que j'ai aimé chez Blier, c'est qu'il faisait un petit peu le pont entre une certaine approche, j'allais dire, ça parle de la réalité quand même, hein, c'est des personnages réels, mais en même temps, il y a toujours ce décalage, cet onirisme, ces glissements vers une autre réalité, on va dire, qui m'a plu et qui m'a fait dire en fait le fantastique c'est pas que ça, c'est pas que des monstres ou des tueurs en série, ça peut être aussi un peu du surréalisme à la Buñuel, ça peut être des jeux avec l'espace, le temps comme il y a chez Godard par exemple, même dans un genre différent, mais voilà, et Blier, ça m'a aidé un petit peu à faire ce pont là aussi. Alors ce qui est assez incroyable, alors je te rassure tout de suite, hein, ça va être un chaos, mais très organisé, hein, cette conversation. Hein, donc je passe par la fin, par le milieu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, exactement, il y a une déconstruction de la narration, comme chez Blier. Mais ce qui est assez incroyable, et j'y pense dans ce livre, c'est que autant c'est un livre raconté par quelqu'un qui dit très simplement, ce cinéaste, c'est très important dans ma vie de cinéphile aussi, par le rapport aux images. Mais, et c'est ça qui est passionnant, c'est que tu te permets aussi de donner la possibilité aux détracteurs de Blier de vivre. C'est-à-dire que tu donnes un exemple, ce qui a été dit, pourquoi, et on n'a pas cette impression par exemple, il y a cet extrait où tu parles de comment Jean-Michel Frodon, que tu respectes beaucoup, voilà, il y a aucun problème là-dessus, mais quand tu utilises ce que dit Frodon sur certains films de Blier, on n'a pas cette impression qu'il y a une espèce d'attaque. Non, c'est vraiment, voilà, moi, c'est mon rapport est là, et je le dis et je l'explique, mais j'essaie aussi de comprendre comment peut être construit le rapport des autres. Tu convoques Serge Danet, par exemple, où il y a même un chapitre, tout un extrait important sur ce que compte, pourquoi Serge Danet compte beaucoup sur Dans ta cinéphilie. Il y a une espèce de justesse qu'on n'a pas l'habitude de voir quand un auteur, pointe du doigt celles et ceux qui ont
comment dire, qui ont critiqué cet auteur-là. Je trouve qu'il y a une justesse. Est-ce que ça, c'était vraiment dès le départ une évidence pour toi de bien leur faire exister les détracteurs de Blier? Alors ça s'est fait peut-être de manière naturelle en fait parce que j'ai suivi un peu ce chemin-là en fait, c'est-à-dire que un peu plus tard quand je suis devenu un peu cinéphile en gros pour simplifier, moi vraiment Serge Danès a été un critique qui m'a beaucoup marqué et même Jean-Michel Frodon, enfin son livre sur le centenaire du cinéma français là que je lis un peu sur l'âge moderne, que je cite un peu sur l'âge moderne du cinéma français, c'est un truc que j'ai dévoré comme ça à 22, 23 ans, donc j'étais vraiment à fond. Et c'est vrai que moi à cette époque, je me suis aussi un petit peu éloigné de Blier. 1, 2, 3 Soleil m'avait moins plu. Mon homme, j'avais assez aimé, mais je commençais à prendre une distance. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était un petit peu de voir à la fois mon rapport à Bertrand Blier, puis le rapport aussi entre guillemets de la cinéphilie à Bertrand Blier. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a été vraiment, il a eu une période un peu un âge d'or dans les années 80 où il était à la fois célébré par le public et par la critique. Quand on voit même Trop belle pour toi, c'est quand même plus de 2 millions d'entrées, donc pour un film qui est quand même pas évident d'un point de vue de la narration, et c'est un grand succès critique. Et ensuite, il y a comme ça une sorte de divorce, à la fois avec le public, même s'il a eu encore quelques succès. On va dire, Le bruit des glaçons a quand même plutôt pas mal marché, mais ça commence à baisser pas mal. Et surtout, la critique qui en fait, l'a complètement lâché, entre guillemets. Et je voulais un petit peu essayer de comprendre pourquoi et essayer de voir si ces films qui ont été mal accueillis à l'époque, comment ils tenaient le coup finalement aujourd'hui. Est-ce que en les revoyant, on se dit, ah bah oui, on a eu raison de les critiquer, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes dont on peut se nourrir, qu'on peut revoir aujourd'hui? Et moi, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, même dans ces films les plus contestables. Mais voilà, j'ai essayé ça sert à rien de dire moi j'ai raison, les autres vous avez tort, hein, parce que sinon, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on convainc. Mais donc oui, j'ai essayé de prendre en compte, comme tu dis, le point de vue des détracteurs, en fait. Quand son dernier film en date est sorti, qu'on voit exceptionnel avec Depardieu et Clavier, j'ai remarqué quelque chose d'assez incroyable, c'est que tu me contrediras si je me trompe, mais j'avais cette impression, là je parle plutôt d'une certaine génération de critiques de cinéma, que cela soit presse écrite ou même Internet, plutôt Internet, beaucoup plus Internet. J'avais cette impression qu'il y avait une espèce de redécouverte comme ça de Blier. Je me souviens d'une interview de, je crois, Mouloud pour Click TV où il interviewe Blier. C'est assez impressionnant parce que c'était même un peu la première fois que je voyais Blier comme ça répondre à des questions d'une autre génération, mais vraiment une toute autre génération. Mais malheureusement, le film n'a pas pris. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec public, un échec critique, je crois, si je me trompe pas. Et j'avais cette impression quand même qu'il y avait une envie comme ça de peut-être de réhabilitation de ce cinéaste-là, surtout par une nouvelle génération, plus ou moins. Enfin, je sais pas, mais c'était très très bizarre. Je lisais beaucoup et voyais beaucoup en tout cas, d'une certaine jeunesse qui avait qui avait toujours en tête. Et je crois que c'est un malentendu en fait, Blier, qui avait toujours en tête les valseuses ou alors tenues de soirée. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'avait vraiment surpris en fait. Oui, en même temps, moi j'ai le souvenir que même dès la bande-annonce, il y avait tous les détracteurs de Blier qui ont dit « Ah bah non, ça va être une catastrophe, il rejoue un peu après la même chose. » Et le film n'a pas été vu. Enfin bon, je vais pas... à mon avis, c'est quand même pas son meilleur film. Hein. Il est un peu essoufflé, mais je trouve qu'il y a quand même des belles choses, quoi, même dans Convoi exceptionnel, je trouve qu'il y a des choses on peut sauver. Alors, je sais pas si c'est le fan qui parle, mais il me semble qu'il y a des choses qu'on peut sauver. Après, c'est assez étrange, oui. Je constate par exemple qu'un film qui avait pas du tout marché à l'époque et qui était rejeté à fond comme Calmos, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à le citer. Alors peut-être pour des mauvaises raisons, j'allais dire, pour le côté un peu culte, paillard, mais c'est assez étonnant parce que autant ces nouveaux films, à mon avis, sont pas souvent cités comme ça chez les jeunes cinéphiles, mais Calmos, les valseuses, oui. Alors les valseuses, je pense que ça c'est intergénérationnel, c'est vrai que ça reste son film un petit peu de référence, mais oui, ça m'a un peu surpris là de revoir un peu cette réhabilitation de Calmos.
Oui, mais c'est ça qui est assez passionnant, c'est que en fait tout ça est de l'ordre du malentendu parce que n'importe qui, on cite valseuse toute une soirée, qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler surtout de séquences, de dialogue. Et toi, dans le livre, tu dis attention, non, non, c'est pas que ça. Il y a autre chose qui est encore peut-être même plus important, c'est la forme. Oui, c'est ça, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, alors évidemment, hein, les dialogues, même Blier le dit lui-même, c'est quelqu'un qui est attaché au texte et justement un peu à cette tradition française qu'on a désignée péjorativement sous le terme de qualité française, c'est-à-dire un peu un cinéma à la Audiard avec des dialogues qui restent en tête, assez truculents. Mais moi, j'ai l'impression justement que ce qui est intéressant chez Blier, c'est à la fois donc ce goût pour une tradition française qui s'exprime aussi par le recours à toutes les stars de l'époque. En fait, il a eu tous les plus grands acteurs devant sa caméra, ou quasiment. Et cette volonté, en fait, un peu de la détruire, en fait, de faire un pas de côté. Et ça s'exprime par la forme, en fait. C'est-à-dire soit les constructions un peu oniriques à la manière de Buffet froid ou alors de notre histoire, ou carrément l'explosion un peu narrative de Merci la vie, de Trop est belle pour toi, 1, 2, 3 soleils, où là on est vraiment dans une forme complètement éclatée en fait. Donc oui, ça m'intéressait de mettre en valeur, de dire Blier, c'est pas que des bons mots en fait. Il y a, à mon avis, il y a une volonté de mise en scène qui s'exprime d'ailleurs même dans Les Valseuses. Enfin, je trouve que c'est un film qui est assez elliptique. Par rapport au décor, on sait plus, par rapport au livre, on sait plus trop où on est. Il n'y a pas d'indication. C'est une sorte de France qui est à la fois très concrète, presque naturaliste, et en même temps, on est ailleurs, en fait. On est dans un paysage qui est un peu réinventé, avec ces images là de stations balnéaires vides en hiver. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il y a toujours eu une volonté chez Blier de dépasser un petit peu, j'allais dire, le côté très scénarisé par la mise en scène, en fait. Tu sais, il y a cette fameuse phrase, filmer des paysages comme des visages et des visages comme des paysages. Quand tu vois, par exemple, Buffet froid, c'est fait en 79-80. Je crois que c'est à la Défense, si je me trompe pas. Enfin, c'est passionnant de voir ça. C'est passionnant. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que, pour le coup, même si moi, qui ai 4-5 ans à cette époque-là, donc qui n'ai pas vécu réellement, eh ben, en voyant cela plus tard, eh ben, j'ai cette impression que c'est exactement ça. Que ça doit être comme ça. Ça a vraiment été comme ça. Il y a cette manière dans la forme qui me dit ça a dû être comme ça. Ça peut, parce qu'il me l'a montré. Et d'ailleurs, j'ai présenté il y a pas longtemps une petite anecdote, Les Valseuses, là, au cinéma Réessai de Dijon, puisque je suis dijonnais. Et il y avait des personnes qui étaient plus âgées dans la salle, en fait, qui le revoyaient ou qui le découvraient même, et qui ont dit, nous qui avons vécu les années 70, c'est exactement ça. On retrouve les petits trains, enfin l'ambiance des années 70 pour eux, et puis même sur le propos, c'est-à-dire la liberté sexuelle, mais ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a le côté un petit peu où la femme est malmenée, et puis en fait c'est un des premiers films qui parle du plaisir féminin aussi dans Les Valseuses, donc il faisait le même constat que toi en fait, c'est-à-dire il y a comme ça un sentiment de oui, c'était comme ça. Pardon pour cette psychologie de bazar, mais est-ce que le fait qu'il soit le fils de Bernard Blier, qui est l'un des plus grands acteurs du cinéma français, mais qui a été aussi dans les années 50 et 60 une espèce de représentant comme ça d'un cinéma qui a été énormément critiqué par les théoriciens des cahiers du cinéma, donc de la nouvelle vague, est-ce que vraiment, c'est de la psychologie de bazar, j'en conviens, mais quand tu parlais de beaucoup travailler de la forme, de l'éclater, même aussi de travailler de la narration en la déconstruisant, et est-ce qu'il y avait aussi, pour lui qui porte un nom très lourd, de sortir de tout cela et de dire je peux faire aussi autre chose. Il n'y a pas que les dialogues. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors oui, pareil, moi je connais, je rentre pas dans l'intimité de familiale et tout, même si je l'évoque parfois quand j'ai quelques éléments. Mais c'est vrai que je pense il y a à la fois une influence évidente de son père. C'est quelqu'un, il l'a fait tourner 3 fois, hein, donc c'est lui qui lui permet de rentrer dans le milieu du cinéma. Il est assistant de Lautner, avec qui Bernard Blier a beaucoup tourné aussi. Donc il a ce respect pour cette génération d'acteurs, pour ce cinéma
cinéma très écrit. Et en même temps, oui, je crois que il s'amuse d'ailleurs parce que dans Buffet froid, par exemple, à la fin, je sais pas si tu te souviens, mais ils sont sur une barque là à la campagne et son père ne savait pas nager. Et en fait, en gros, il lui dit mais tu vas me tuer là. En fait, il y a ce côté-là un petit peu tuer le père entre guillemets dans ses premiers films. Et moi, j'ai constaté aussi quelque chose d'assez amusant. J'ai l'impression que jusqu'à à peu près Trop belle pour toi, il n'y a pas de personnage de père quasiment important dans les films de Blier. C'est-à-dire que, et c'est même souvent des personnages qui ne peuvent pas être pères. Les deux voyous des valseuses, c'est vraiment des gamins immatures qui se baladent. C'est tout le sujet de préparer vos mouchoirs, puisque c'est deux costauds là qui n'arrivent pas à donner un bébé à Carole Laure qui s'ennuie et qui dépérit. Le seul père qu'on trouve, c'est dans Beau-père, mais voilà, c'est un père de substitution qui est plus un amant. Et le vrai père, joué par Maurice Ronet, il est complètement absent, alcoolique. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui n'existe pas. Trop belle pour toi. Il est père, mais c'est pareil, c'est la prison un petit peu du mariage, de la famille, et il préfère même aller voir une femme qu'on jugerait moins belle que Carole Bouquet forcément, mais qui lui permet de revivre comme ça une histoire d'amour. Et finalement, c'est au moment à peu près où Bernard Blier décède qu'on le revoit apparaître dans les films de Bertrand. On voit ce personnage du père. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. 1, 2, 3 soleils, c'est pas un film que j'adore, mais ce que je trouve vraiment très beau, c'est le rapport au père qui est joué par Mastroianni. Et là, il y a vraiment des scènes très belles où justement à la fin, Grimbert voit son père qui va mourir et qui part. Et il y a comme ça un dialogue entre eux qui est magnifique, je trouve. Et dans Merci la vie, il y a Jean Carmet aussi qui est comme ça sur son fauteuil roulant. Enfin, il y a quelque chose vraiment. Le rapport au père revient et ça. Peut-être que ça culmine avec les acteurs où à la fin, Bertrand Blier joue son propre rôle et on lui passe le téléphone et il parle à son père. Donc la figure du père revient comme ça. Mais je suis d'accord qu'avant, il se construit à la fois autour de l'image du père avec tout ce qui est scénario à la française, j'allais dire, à l'ancienne, avec des dialogues bien écrits et contre cette tradition-là, essayer de l'emmener un petit peu ailleurs, en fait. Et dans la séquence finale des acteurs, d'ailleurs, on a cette impression que le film a été fait uniquement pour cette séquence, parfois j'ai l'impression, où Claude Brasseur, dans un premier temps, a son père au téléphone, puis son père lui demande Claude Brasseur repasse le téléphone à Bertrand Blier, et on s'aperçoit qu'il parle avec son propre père, et il lui dit « je t'aime » à la fin. Et je sais que quand j'en parle autour de moi, beaucoup de personnes trouvent cette séquence extrêmement ringarde, voire naïve, mais moi, elle me bouleverse, ce moment-là. Je chante aussi. Par rapport à ça. Parlons un peu des détracteurs, parce que tu en parles aussi dans le bouquin. Et pourquoi Bertrand Blier, il a une position vraiment très particulière dans le cinéma français? Pourquoi il a été traité de tout, de raciste, cinéma homophobe, misogyne. Pourquoi, selon toi, il traîne comme ça, il a traîné comme ça cette réputation, moins maintenant, mais pendant les années 70 et 80, je crois que tu dis, c'est Domarchi qui le traite de nazi à un moment. Oui, c'est ça. Un mot quand même assez... Un peu fort, oui. C'est un peu fort. Et comment tu peux l'expliquer, ça? Je pense que déjà, il y a le goût de la provocation de Blier. C'est un peu comme ça qu'il s'est fait connaître aussi. Et c'est vrai que dans Les Valseuses et dans Calmos, il y va fort, en fait. Et surtout dans le paysage on est en 73, 74, là, au moment des Valseuses. C'est-à-dire que c'est la France pompidolienne qui, après mai 68, se rendort un petit peu. Et c'est vrai que lui, il le dit même, lui, ses 2 premiers films n'avaient pas du tout marché. Il pensait même arrêter le cinéma à une époque, et il dit là j'avais envie de ruer dans les brancards, quoi. Enfin, je voulais vraiment le cinéma français comme il était me plaît pas, donc il fait les Valseuses, et c'est vrai que c'est un choc, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait l'éloge, ce qui est pas du tout le cas, mais qu'il fait l'éloge en fait de
de petites frappes un peu de voyous, braqueurs, renifleurs de petites culottes, enfin bref, pas des gens très reluisants, mais en fait il en fait pas l'éloge. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans les valseuses. Et après il rejoue encore la carte de la provocation dans Calmos, où ça sort c'était l'année de la femme à l'époque, donc il fait une fable extrêmement misogyne en apparence, à mon avis, parce que c'est tellement énorme qu'à mon avis, ce qui met plus en valeur, c'est les défauts des hommes plutôt que de critiquer les femmes, quoi, en fait. Donc, mais si on le prend au premier degré, c'est vrai que ça choque. Donc, je pense que voilà. Après, je pense que plus il va faire de films, plus on va se rendre compte qu'il a un univers, que c'est pas aussi compliqué, enfin que c'est plus compliqué que ce que veulent dire les apparences, et on va le reconnaître un petit peu comme auteur, et c'est ce qui va permettre peut-être de moins focaliser sur ces questions-là. Il faut dire que bon, aussi les années 70, c'était des années assez idéologiques, hein, donc si un cinéma comme ça pouvait choquer, parce que oui, on n'avait pas vu, pour moi, c'est peut-être l'équivalent d'À bout de souffle. Je sais que je vais peut-être en faire bondir, mais pour les années 70, en fait, hein, c'est le film d'une génération qui a eu dans les brancards. Donc, je crois que je me suis un petit peu perdu dans toute. Non. C'est marrant parce qu'il est comme Moki par rapport aux actrices et aux acteurs. On a toujours été très surpris, pas dans les derniers films de Moki, mais pendant très longtemps quand même, de voir que il avait toujours les grandes actrices et grands acteurs. Et il y a encore ça, il y a ça chez lui. C'est que comment tu peux expliquer qu'il a toujours eu un casting incroyable, et surtout qu'il faisait jouer des rôles à contre-emploi. Michel Blanc, Josène, voilà, oui. C'est impressionnant. Oui, bon, j'imagine que c'est peut-être aussi le goût. Là, pour le coup, c'est peut-être le goût du texte qui fait plaisir, parce que c'est vrai que les acteurs, j'imagine qu'ils doivent se régaler, hein. Enfin, quand on les voit tous jouer chez Blier, il ressort toujours cette idée d'un plaisir du jeu, et puis surtout peut-être aussi peut-être de casser un peu leur image, en fait. Je pense que ça doit aussi les amuser. Enfin, je crois que notre histoire, c'est né comme ça, en fait. C'est Delon qui a dit je veux tourner avec vous. Blier a dit il y a eu l'opportunité de signer, il n'avait pas de scénario, il a dit ok, on le fait. Et en fait, notre histoire, c'est en gros un scénario qui est en train de se faire. C'est-à-dire que ça commence presque sur une rencontre, et qu'est-ce qui va se passer après cette rencontre. Mais oui, voilà, donc c'est vrai que les acteurs sont vraiment attachés à ce cinéaste. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu disais dans les 70, il commence à se construire. Les années 80, c'est son âge d'or jusqu'à peut-être milieu des années 90. Et puis ensuite, il se passe un truc impressionnant, c'est que c'est comme s'il perdait un peu c'est comme s'il ne voyait pas, enfin, c'est pas qu'il ne voyait pas le monde évoluer, mais que il n'était plus, il n'avait plus cette envie de filmer la société comme il l'avait fait dans les années 70 et 80, comme s'il ne lui trouvait vraiment plus de terrain comme si c'était plus un laboratoire d'inspiration, je ne sais quoi. Il se passe un truc un peu particulier à partir du musée 80. Et surtout, il commence à être progressivement oublié. Oui, c'est ça, ouais, oui. Est-ce qu'il est plus en phase avec la société? Oui, c'est un peu vrai. Mais surtout, je pense que Bertrand Blier, c'est ce qu'il dit lui, c'est qu'il a toujours peur de s'ennuyer. Donc, en fait, c'est vrai que les années 90, on a revu un petit peu au niveau du cinéma français un retour avec beaucoup de guillemets, hein, d'un certain naturalisme hérité de Piala. Hein. Il y a eu une nouvelle vague un peu de cinéastes. Moi, je me souviens d'Oublie-moi de Noémie Lovski, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il y avait comme ça toute une série, et puis un peu des films Cédric Kahn ou des gens comme ça, Manuel Sanchez, voilà. Oui, Pascal Ferrand. Alors c'est encore un peu différent, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et je pense que du coup, il a été peut-être un petit peu décalé. Alors, ses détracteurs vont lui dire, en fait, en gros, la critique qui revient le plus souvent, c'est il fait du Audiard plus Godard, quoi, en gros, ou du Audiard plus Buñuel. Enfin, voilà, il y a toujours l'idée, et je pense que les gens restent souvent accrochés à cette idée des dialogues. Ça, je pense qu'il y a comme ça une tradition critique française qui est un peu redoute ce qu'on a appelé la qualité française.
Donc dès que c'est un peu trop dialogué, ça fait comme une sorte de barrière et on va pas voir avant. Mais même un film qui est pas parfait, mais que j'ai revu moi avec un certain plaisir, qui est Les Côtelettes, on voit qu'il y a quand même des choses sur la forme. Enfin, par rapport à la pièce de théâtre, il fait exploser un petit peu les repères géographiques. Enfin, il y a quand même, mais il y a pas que du dialogue. Oui, donc est-ce que c'est pour ça? Est-ce que ce cinéma puis je pense que ça tient peut-être aussi. Alors ça, c'est une hypothèse que j'ai, puisque tu parlais de Pascal Ferrand, qui avait parlé du cinéma du milieu. Et lui, à mon avis, dans les années 80, il est parvenu à une sorte d'équilibre entre une vision d'auteur assez forte. Hein, un film de Blier, on voit tout de suite que c'est un film de Blier, et en même temps une certaine adhésion du public. Et je pense qu'à partir des années 90, peut-être avec la multiplication des chaînes de télé, puis après il va y avoir les séries et les choses comme ça, le cinéma français, le cinéma en général d'ailleurs change, et c'est plus les vedettes qui attirent les spectateurs en salle. C'est-à-dire que au moment de Trop belle pour toi, tu mets Balasco, Depardieu, Bouquet sur une affiche, t'es presque sûr d'attirer pas mal de monde. Après, ça fonctionne plus. Et d'ailleurs, les acteurs, pour moi, quand je l'avais vu, j'avais pas trop aimé. En 2000, j'étais allé le voir, c'était le film de Blier que j'aimais le moins. Et de le revoir maintenant, je me dis, mais c'est vraiment un film de fantôme, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait déjà tous les acteurs qui sont à l'écran sont quasiment morts, alors que le film a 20 ans, quoi. Ça, pour moi, c'est presque hier, mais bon. Et ils sont presque tous morts. Et surtout, ils attirent plus les gens, en fait. C'est Marielle, c'est son drame, c'est qu'on le reconnaît plus et il fait plus recette. Donc en fait, comme ça, il y a une sorte de déséquilibre, c'est-à-dire que le cinéma d'auteur va fonctionner, mais maintenant on est plus j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais dans un système un peu plus de niche, c'est-à-dire qu'il va y avoir des auteurs un peu identifiés qui auront leur public, qui feront pas forcément des gros succès, mais on va voir le dernier Almodovar, on va voir le dernier Woody Allen quand ils sortent. Maintenant, ils sortent plus trop, mais voilà, ils ont un public, qui est fidèle. Et sinon, il y a les gros succès, alors qui fonctionnent pour d'autres raisons, hein, les effets spéciaux, la production Marvel, les choses comme ça. Mais il n'y a plus vraiment de place pour ce cinéma, j'allais dire, d'auteur grand public. J'ai l'impression que ça n'existe plus vraiment. Il peut y avoir des surprises, hein, ça peut arriver. La vie d'Adèle a bien marché, ça correspond à peu près à cette définition. Mais il me semble qu'il y a comme ça une sorte de scission, et surtout, lui qui est attaché aux acteurs, hein, qui essaye de faire venir, même quand il appelle du Jardin ou du Bontel. C'est pas forcément là-dessus qui va faire ses succès. Mais c'est vrai, quand tu parles de l'aspect fantôme des acteurs, je me souviens, bon là c'est pas très cinématographique ce que je dis, mais quand même je me souviens d'une émission qui avait été, je crois que c'était sur France 2, je sais plus, mais on peut la trouver sur internet, où il y avait où étaient réunis quelques-uns des acteurs et l'actrice, donc Balasco, du film, et donc il y avait comme ça, c'était, je veux dire, c'est juste impressionnant de voir toutes ces gueules, et il y avait Jacques François, et quand on est cinéphile, on connaît quand même un peu Jacques François, mais il n'est pas si connu que ça, malheureusement, et d'ailleurs, il en jouait de cela. Dans le film, d'ailleurs, ça joue de cela, et il en jouait aussi de cela sur la scène, enfin dans cette émission, et c'est très très bizarre ce film, parce que il y a comme ça, comme tu dis, une espèce de, c'est moins un amour sur des acteurs qui existent, mais plutôt sur des acteurs qui ne vont plus exister, en fait. C'est plus de dire ils ne vont plus exister. Regardez-les une dernière fois. Oui, c'est exactement ça. Et puis, alors dans le film, il y a plein de scènes qui jouent sur ces ressorts. Par exemple, ils vont interroger des badauds pour savoir qui était Patrick Devers, par exemple. Il y a un hommage comme ça à Patrick Devers. Et si il y en a qui ne le connaissent pas, donc ils lui foutent une gifle dans la rue. Enfin, il y a comme ça des hommages. Et puis il y a Delon qui arrive. Et alors certains lui avaient reproché, c'est pas tout à fait faux, mais on a l'impression presque qu'il est à la cérémonie des Césars, c'est-à-dire qu'il remercie les grandes personnes avec qui il a tourné, Lino Ventura, Gabin et Simone Signoret. Enfin voilà, il y
il y a comme ça exactement comme tu dis, c'est-à-dire à la fois un hommage, en même temps il y a toujours cette ironie de Blier, c'est-à-dire que c'est pas larmoyant, c'est pas, mais avec le temps, je trouve que justement ça donne un côté très fantomatique au film qui est assez intéressant en fait. Oui, c'est ça, il y a un cinéma qui a existé et qui n'existera plus en fait. Quand on essaie de questionner une filmographie aussi dense, intense, ambiguë, contradictoire comme celle de Bertrand Blier, comment on la questionne, comment on travaille la structure de ce livre qui est assez épais. Et alors la première partie, effectivement, c'est toi avec ton rapport avec Blier, mais ensuite, comment tu l'as questionné? Parce qu'il y a plusieurs façons, et toi, tu en as choisi une qui m'a un peu surpris, je te l'avouerai, parce que je m'attendais pas à... Bon, bref, je te laisse et après, je te dirai ce qu'il en est. Alors, j'ai hésité au départ. J'avais quand même envie de revoir tous les films, justement. C'était le principe, c'était l'idée de le... Parce que certains, je les avais pas revus depuis très longtemps. Hein. J'en connaissais... Bon, il y en a certains que je vois régulièrement, donc je les connaissais bien. Et là, je m'étais dit, bon, je vais les refaire un par un et puis j'essaierai de voir un petit peu dégager les thèmes et les grandes lignes un petit peu de cette œuvre. Enfin, pour moi, ce qui est important. Et je m'étais dit, je commencerai d'abord par les thèmes et après je parlerai des films pour les critiquer. Et j'avoue que, enfin, je sais pas, ça fonctionnait pas, ça me plaisait pas. Donc je me suis dit bon, allez, je vais essayer de faire une approche chronologique en fait. Donc dans un deuxième temps, je fais c'est très classique hein, comme structure, c'est-à-dire que je suis parti sur l'analyse des films et après j'ai essayé de faire une synthèse. Alors le risque, mais ça pour le coup, je salue l'éditeur qui a aussi bien relu et qui m'a dit ah ça là tu te répètes un petit peu, il faudrait peut-être enlever. Voilà, c'était le risque d'être un peu redondant par rapport à ce que j'avais déjà dit dans le corps des films, mais je pense que voilà, j'ai essayé de m'extraire un petit peu pour faire des synthèses un peu plus globales, que ça soit sur l'idée justement du rapport à la France, que j'ai repris une belle expression qu'avait employée Pascal Bonitzer à propos de notre histoire et qui me semble très bien définir le cinéma de Blier, qui est le cauchemar français en fait, et puis sur les rapports hommes-femmes. Sur le rapport à la musique, sur le rapport, voilà, j'ai essayé de refaire une approche thématique en fait. Alors, ma surprise, c'est parce que comme tu travailles beaucoup aussi sur la déconstruction narrative chez Blier, je m'attendais pas à quelque chose de plus classique en fait, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est vrai que c'est dans un premier abord, c'est. Est-ce qu'il y a aussi là encore une fois de plus, désolé pour cette deuxième remarque psychologie de bazar, mais est-ce qu'il y a aussi, je pense que n'importe quel cinéphile à un moment est traversé par cela, et tu le dis très bien dans le livre, c'est ça qui est aussi intéressant, cette subjectivité, c'est que il y a un moment on aime bien se laisser emporter aussi par peut-être se dire que il faut aimer ça, c'est important, il faut aimer ça, il faut aimer ça, il faut aimer ça. Et il y a un moment peut-être quand on prend un peu de l'âge, eh ben on revient à ce qui nous a regardé vraiment quand on était enfant, voire un peu ado. Et donc pour toi en l'occurrence, c'est Blier. Est-ce qu'il y a, est-ce que par écrire ce livre, c'est aussi peut-être de dire je n'oublie pas d'où je viens vraiment, parce que je crois que personne à 6, 7, 8 ans dira Godard c'est génial. Enfin je veux dire, il y a un moment il faut être, ouais, c'est rare, c'est très rare vraiment. Mais et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive maintenant de plus en plus, c'est que très souvent, je me dis, tiens, il y a certains films français des années 50, de la Patelière, Gilles Granger, tout cela, que je mettais de côté parce que c'était imbuvable. Et ben, maintenant, je m'intéresse un peu à ces films-là que je regardais quand j'avais 8-9 ans et d'essayer de comprendre un peu pourquoi. Est-ce qu'il y a aussi cette envie, cette idée, quand d'écrire ce livre sur le fait d'écrire ce livre sur Blier? Oui, je pense que c'était peut-être même un peu le début du projet, c'était peut-être ça d'ailleurs. C'était l'idée sur quoi je vais écrire, quel est le cinéaste qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, quoi. Et c'était lui. Et surtout, ce qui était intéressant, voilà, c'est qu'en plus j'ai eu une période, comme toi, j'étais un grand lecteur des cahiers du cinéma, donc moi tout ce qui était un peu qualité française, j'ai lu Serge Danet, donc pour moi ça valait pas. Il fallait Mais d'ailleurs, Serge Danet a pas dit que du mal de Blier. Il l'a défendu parfois même un petit peu. Ouais. Mais enfin bref, ça c'est une parenthèse.
Donc oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que au fur et à mesure, essayer de se détacher de ce qu'on a lu, et puis essayer de voir pourquoi ça nous a touché à une époque, et est-ce que si ça nous touche actuellement encore finalement. Pourquoi? Moi, il y a des scènes, même dans Convoi exceptionnel. Alors, je suis le premier à dire que c'est pas un film qui est très réussi, mais qui me touche vraiment. Et je me dis, bah oui, parce que ça, c'est des choses que Blier a déjà faites, et puis qui me parlent. Enfin, voilà, il y a quelque chose. Il y a un rapport même encore à l'histoire du cinéma. Il y a une scène où ils sont devant une boulangerie, elle ouvre la fenêtre, ça fait presque comme une lueur de projecteur. C'est la projection presque cinématographique qui est réinventée. Enfin, je trouve ça assez beau, même s'il y a des, c'est un peu lourd parfois, c'est un peu essoufflé, mais voilà, je préfère essayer de trouver maintenant ce qui me plaît. Plutôt que de dire bon c'est un cinéaste qui est pas coté, donc on le néglige, on le met de côté, quoi. Dernière question, très provocatrice. Est-ce que, et je ne parle pas des dialogues, hein, je parle vraiment de la forme, est-ce que ça serait quoi le style Blier au niveau de la forme? Je sais par exemple qu'il y a très peu de mouvements de caméra dans les films de Blier, au contraire, enfin bref, oui, quelques exceptions près, mais s'il y a un style, ce serait comment il serait reconnaissable, ce style, pour toi? Comment il serait reconnaissable? Ce serait alors moi ce qui m'a marqué en fait, c'est surtout les ellipses en fait. C'est un style très elliptique, c'est-à-dire qu'il commence même dans ses films les plus narratifs du départ. Il y a toujours des moments où j'allais dire la mise en scène par les ellipses dynamite un peu les dialogues. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent il y a Jean-Claude et Pierrot, les deux héros des Valseuses, font un petit larcin, ils piquent une bicyclette d'un paysan. Enfin, il y a une coupe et on les retrouve courant avec la musique de Grappelli à fond, avec des personnes derrière eux. Donc il y a toujours comme ça, voilà, une petite ellipse. Dans Préparez vos mouchoirs aussi, il y en a des belles, et on a l'impression que plus ça va, plus les ellipses deviennent s'emballent finalement et dynamite même tout le continuum spatio-temporel en fait. C'est-à-dire dans Trop belle pour toi, on voit des gens du passé qui reviennent dans le présent, des scènes qui sont répétées 2 fois, on ne sait plus si on est dans la réalité, dans l'imaginaire. Enfin voilà, ça se télescope. Dans Merci la vie, c'est même au niveau historique, c'est-à-dire qu'on revient au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Mais finalement, ça participe, c'est une forme d'ellipse, hein, finalement, de jeu avec comme ça, et puis peut-être une image un peu mythique aussi, mythique, emblématique, on va dire. Ce serait l'idée de 2 personnages, un peu, ou d'un personnage, l'individualité, qui est poursuivie par une sorte de petit groupe. Il y a souvent des scènes comme ça. On voit dans notre histoire, il y a tous les voisins qui suivent, par exemple, Delon dans ses pérégrinations. Il est toujours observé. Et je trouve que ça traduit assez bien cette idée qui commence dès... Donc combien tu m'aimes aussi avec tous les voilà, ils vont faire la fête, exactement. L'idée qui est dans Si j'étais un espion, en fait, c'est-à-dire que l'individu est toujours un peu sous le regard des autres. Et c'est la société, c'est Depardieu qui regarde les immeubles en disant voilà, pas d'erreur possible, on est en France. Il y a comme ça une sorte de regard, un jugement permanent, alors que les personnages veulent vivre en fait un peu hors des carcans de la société finalement. C'est-à-dire qu'ils veulent s'en échapper à chaque fois. Enfin, donc il y a cette idée aussi de fuite en avant, souvent dans les films de Blier, que ça soit Tenue de soirée, où on fait exploser le petit bungalow où vivaient Michel Blanc et Miou Miou pour partir comme ça à l'aventure en suivant Depardieu. Enfin, il y a toujours, oui, cette idée de l'opposition un peu individu-société, et la société qui est toujours derrière avec ses petits groupes, et une volonté de s'en extraire en fait. Est-ce qu'il y a aussi le fait que Blier, c'est un enfant de la Seconde Guerre mondiale? Enfin, c'est quelqu'un, voilà, c'est la génération d'après la Seconde Guerre mondiale, et on a toujours dit que après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, tout cela, on ne pourra plus jamais raconter, plus jamais filmer comme avant. Et est-ce que c'est aussi ça, c'est sa filmographie finalement, c'est l'histoire d'un gars, Blier, qui dit je ne raconterai plus les histoires comme elles ont été racontées, je les attaquerai frontalement, quitte même à provoquer.
Voilà, c'est comme ça que je vois maintenant cette société. Est-ce qu'il y a cette idée-là parce qu'on a oublié de parler de l'histoire de France, dont Merci la vie, c'est un fait. Son premier film, c'est Hitler connaît pas. Enfin, est-ce que cette grande histoire comme ça a toujours été là dans les films de Blier? Je sais pas si on peut parler de grande histoire parce que même Hitler connaît pas. Finalement, il parle pas d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un documentaire, mais peut-être que ce qui est intéressant dans ce premier documentaire, c'est que c'est déjà pas un documentaire. C'est-à-dire que il montre l'artifice du cinéma. Il y a les projecteurs, les jeunes qui sont interviewés sont en studio. Enfin, il y a comme ça un dispositif qui est très fort. Et il y a même un jeu de montage, des effets un peu coulé-chauffe, enfin où il joue comme ça avec un peu de suspense, avec la lumière. Et en fait, ça, je trouve que c'est très caractéristique de Blier, c'est-à-dire que il y a cette idée un peu. Alors la société est là, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire il y a la société des années 70 avec les grands ensembles, il y a les banlieues dans 1, 2, 3 soleils, il y a l'histoire de France dans Merci la vie. Mais l'important, c'est d'essayer de s'extraire par l'imaginaire, en fait. Donc, on va essayer par la fiction. Donc, il y a comme ça des glissements par la mise en scène où on passe de quelque chose de réaliste et on débarque dans l'imaginaire, en fait. Moi, il y a une scène que j'adore dans Préparez vos mouchoirs, c'est celle où Depardieu parle de Mozart et imagine que Mozart va se présenter, venir toquer à leur porte, en fait. Donc, il fait tout un monologue qui est magnifique. Il y a 2 vers qui l'écoutent et qui est à fond, et puis on entend frapper. Et Blier raconte qu'à l'origine, il voulait faire vraiment apparaître Mozart en costume d'époque. Il n'a pas osé, c'était un de ses premiers films, donc il n'allait pas encore trop loin dans l'imaginaire, mais c'est Serrault comme ça qui arrive et ça donne un dialogue assez drôle. Mais voilà, il y a toujours cette idée où on part comme ça, par aussi les mots d'ailleurs, mais on part du réel pour aller vers l'imaginaire, en fait. Bertrand Blier, Cruelle beauté, édité chez Marest éditeur. D'ailleurs, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur cette page et vous vous procurez le livre. Et c'est écrit par Vincent Roussel qui est venu pour nous en parler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait l'effort de revenir pour discuter de ce livre qui a bientôt 2 ans maintenant. Merci bien. Très bonne journée à vous. À toi, pardon, excuse-moi. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.